Nous avons le thème d'aujourd'hui, droit national versus droit international, qui effectivement donne une enveloppe, une limite à la loi, particulièrement, je dirais, pour nous qui sommes dans l'Union européenne. Et c'est Jean-Charles qui va nous présenter cela aujourd'hui. Donc ça sera l'objet de plusieurs émissions. Aujourd'hui, c'est la première émission sur ce sujet qui est vaste. Donc je libère le partage d'écran pour que Jean-Charles puisse procéder à sa présentation. Voilà. Bien. Bon, bah écoutez, bonjour. Voilà. Donc, c'est un gros morceau, droit national versus droit international, voir en fait comment on peut prendre le problème. Hein. Donc, je vais commencer par un exposé historique et puis en particulier focaliser cet exposé historique sur l'évolution des traités et des conventions internationales, comment donc le droit est entré dans les affaires, dans les affaires internationales et comment il a été appréhendé, etc. Ensuite, comment un droit national intègre des données de droit international. Donc là, ça sera toute une réflexion sur ce qu'on appelle le monisme ou le dualisme d'un pays vis-à-vis du droit international. Ce sont des termes que j'ai appris en faisant cet exposé. Et ensuite, les relations plus précisément entre le droit national et le droit international, comment, à travers des exemples, on peut voir comment les choses s'imbriquent d'une façon moins théorique et peut-être un peu plus pratique, mais toujours avec l'intention de s'élever au-dessus de l'exemple et d'en tirer des conclusions, des lignes de force, etc. Voilà, donc c'est grosso modo le programme que je me propose de faire. Hein. C'est pas une conférence personnelle, c'est une commande à l'intérieur de notre cercle. Donc je ne suis pas en train de prendre une posture de conférencier qui aurait réfléchi au sujet pendant des années. Donc voilà, c'est ce que je propose, mais ce plan peut être modifié, amendé ou même critiqué. Mais enfin voilà, c'est grosso modo ce que j'ai pu dégagé comme ordre de travail. Alors, donc, là, c'est donc un objet de présentation et j'ai fait une introduction, donc m'est venue très rapidement la citation de De Gaulle pour appréhender la posture d'un État vis-à-vis de l'international, des autres États. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts, de Gaulle. Ça, c'est une bonne base de travail, en tout cas un regard tout à fait pragmatique et nécessaire. Bien, alors, donc, dans un premier temps, avant de faire l'exposé historique, on va essayer de dégager des gros morceaux par gros morceaux de ce qu'on peut penser a priori de ce qu'est le sujet. Donc, il y a 6 vecteurs, pardon, j'ai laissé 5, mais 6 vecteurs de relations interétatiques qui, pour certains, peuvent être vus comme des gradations d'un même processus. Hein. C'est une façon de partager la problématique en donc les traités entre les États. Donc voilà, d'un point de vue international, basiquement, en général, c'est pour régler des conflits. Donc c'est plutôt des traités, paix, armistice, délimitation de frontières, non-agression, alliance géopolitique. Bon, tout ça, c'est des choses plus ou moins sur la base des conflits. Ensuite, des traités commerciaux, donc de tout temps, on a eu des échanges commerciaux, des accords de libre-échange et des mesures protectionnistes, etc. Ce sont des attitudes commerciales qui sont formalisées dans des traités commerciaux. Ensuite, on a vu apparaître des conventions humanistes et ou environnementales. Bon, on pense au COP, mais on voit les humanistes et les conventions de Genève, etc. Donc voilà. Ensuite, on a une multiplication, une explosion de conventions normatives. Ensuite, on verra quelques exemples.
Conventions normatives, en particulier surtout à Vienne, ça se passe les conventions de Vienne en général. Mais bon, les instances internationales, donc il faudra peut-être les explorer. Alors donc grosso modo une bordée d'acronymes ONU, OMC, OMS, etc. Et leurs tribunaux correspondants qui sont parfois associés, d'autres pas. Donc là, on pense évidemment à l'UE pour les unions multi-étatiques. Donc ce n'est plus des traités à proprement parler, des accords entre parties internationales. Ce sont vraiment des unions, voilà. Et ensuite, on a fédération et confédération. Alors, ensuite, on explore les raisons et les objectifs qui sont mobilisés pour établir ce genre de relations, ou pour perturber. Hein. Donc, les raisons et les objectifs, c'est en général la recherche de sécurité, alors existentielle ou alimentaire, la pérennité d'une identité culturelle, religieuse ou nationale, la promiscuité ou l'incompatibilité culturelle ou religieuse, c'est-à-dire on obtient une union ou une guerre, le maintien des pouvoirs internes en place, c'est-à-dire que les gens qui sont au pouvoir voilà, vont rentrer en conflit ou vont signer des accords pour se maintenir au pouvoir. La recherche du pouvoir et de richesse, ça c'est pour un pays, et donc c'est le biais impérialiste. Et puis on verra que des intérêts supérieurs et planétaires viennent émailler ces listes, les droits de l'homme ou l'environnement. Donc ça, ce sont les motivations. Encore une fois, on peut en associer les unes aux autres, etc. Mais grosso modo, ce sont les raisons qui sont moteurs de ces relations internationales. Ensuite, les moyens, là, donc c'était les raisons, et là maintenant les moyens, donc on a les armes et la dissuasion nucléaire. On a des pressions par menace d'embargo ou de dépendance à une ressource vitale, l'interdépendance économique, la monnaie, les échanges culturels, le tourisme, le soft power, la diplomatie, donc on a les exemples de chantage, compromat, etc. Et enfin, le droit. Donc c'était, disons, cette introduction, on a une série de raisons donc, et de moyens pour aboutir à ces accords. Donc là, je vais faire mener une petite réflexion parce que ailleurs, je ne pourrais pas j'aurais pas l'occasion peut-être de la placer, mais c'est ce que je pense du moyen utilisé qui est l'interdépendance économique. L'interdépendance économique, j'appelle mon petit chapitre, mon petit paragraphe, c'est une fausse bonne idée. Bon, c'est-à-dire, je m'explique. Sur un modèle s'apparentant à l'équilibre de la dissuasion nucléaire, sur ce modèle-là, l'interdépendance des États exacerbée par la mondialisation des échanges est apparue comme une solution imparable pour repousser les conflits, les risques de conflit, chacun se tenant par la barbichette. C'est-à-dire, je te tiens par la barbichette avec ma bombe et je vais te tenir par la barbichette par la mondialisation des échanges. Si on est dépendants les uns des autres, on ne va pas se faire la guerre. C'est un peu, grosso modo, le raisonnement qui vient agrémenter cette mondialisation. Ce faisant, la plupart des États, voués à ce nouveau paradigme mus par des leviers économiques, a cru opportun de spécialiser leur production au détriment de leur autosuffisance. C'est-à-dire qu'ils se sont spécialisés, donc ils ont délaissé certains secteurs pour être plus rentables dans cet espace d'échange mondialisé. Et le truc, c'est de savoir si on ne lâche pas la proie pour l'ombre. Ainsi, la théorie des jeux dirait qu'ils se sont mis à découvert, c'est ce que je viens de dire, la proie pour l'ombre. Leur souveraineté est devenue dépendante d'un nombre croissant de paramètres et d'agents extérieurs, hors de leur contrôle interne. On assiste à des pertes de contrôle en cascade, à un accroissement d'incertitude et à une instabilité systémique. Par conséquent, aucun pays ne se suffisant plus à lui-même,
Dans cet état-là, donc, chacun doit se ménager des influences, des allégeances, des soumissions qui lui sont devenues vitales. Chacun est affaibli à la merci du moins dépendant et du plus autonome. Dans l'absolu, un pays totalement autonome, n'ayant aucun besoin extérieur pour assurer la vie de sa population, n'aurait aucune raison d'engager un conflit avec ses voisins. Et ses voisins, dans la même situation, n'auraient, eux non plus, aucun intérêt de vouloir en découdre. À rebours de l'idée mondialiste qui énonce que la mise en réseau de toutes les ressources et de toutes les productions sur un marché mondial intégré conduirait mécaniquement à une paix planétaire, l'état de guerre réel ou larvé actuel prouve le contraire. Alors donc, pour chaque pays, réduire ses dépendances envers les autres doit être le premier axe d'une politique internationale raisonnée. Donc ça, c'est un credo que je vous présente. Donc, on n'est pas... Ce que je, pour être complet, je ne m'exprime pas contre l'interdépendance, enfin pas l'interdépendance, l'interaction, on va dire, mondiale entre des échanges, il n'y a aucun souci là-dessus, mais beaucoup trop souvent, on a délaissé l'autonomie, l'autosuffisance nécessaire à un pays et au pays en général. Donc ça, c'est une réflexion que je voulais faire dans cette intro parce que c'est ce que je pense vraiment et on pourra en débattre puisque là, c'est un petit peu hors exposé. Bien, alors maintenant, on a le droit international et le droit national, les traités. Et là, je vais commencer donc un peu l'exposer à proprement parler. Définition. Accord d'un traité. Accord écrit qui permet d'encadrer les relations internationales. Ça, c'est une chose, c'est simple. Alors, qui peut signer un traité? Seuls les sujets bénéficiant de la personnalité juridique internationale bénéficient de la capacité de conclure des traités, c'est-à-dire les États et les organisations internationales. Et il y a une expression en anglais qui s'appelle TMP, Treaty Making Power, c'est-à-dire celui qui a le pouvoir de signer un traité. Bien, le préalable consiste donc en ce que les parties se reconnaissent entre elles comme habilitées à exercer cette capacité. Donc ça c'est déjà bien, ça veut dire que les gens se parleraient. Donc selon le nombre d'acteurs impliqués, un traité peut être bilatéral, multilatéral ou universel. Donc je vais dans mon exposé délaisser l'aspect bilatéral qui est ancestral, à partir du moment où il y a deux personnes ou deux États qui sont en conflit, ils signent des accords entre eux, on n'a pas vraiment beaucoup de choses à en dire, certainement, c'est certainement un sujet d'étude, mais ce qui m'a intéressé, c'est le multilatéralisme et l'universalité, mais dans un premier temps, le multilatéralisme qui s'est multiplié au niveau des traités à partir de ces 2-3 derniers siècles, mais surtout les 2 derniers siècles. Bien, alors pourquoi on signe un traité? Un traité a pour but de produire un effet de droit entre les États qui en sont signataires. Il s'agira le plus souvent de créer des obligations et des droits dans leurs rapports mutuels et de poser une règle de conduite que les parties s'engageront à suivre. Donc c'est la règle d'engagement. Ainsi, les gens doivent se reconnaître, s'engager entre eux, etc. Et ils génèrent du droit à l'occasion de ces traités. Donc en France, petite précision pour la France, l'article 52 de la Constitution prévoit que le président de la République négocie et ratifie les traités. Bon, il négocie et ratifie. Et je me suis dit, mais à quel endroit, et là j'ai pas été plus loin parce que j'avais beaucoup de travail, mais à quel endroit le président doit rendre compte de ce qu'il négocie et ce qu'il ratifie. Alors ce que j'ai trouvé immédiatement, c'est il est en outre tenu informé par le gouvernement de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international, même si celui-ci n'est pas soumis à ratification. Donc là, il est tenu d'être informé de ce que ferait le gouvernement. Bon, ben d'accord, très bien, mais en tout cas, le président de la République ne rend toujours pas compte. La ratification ou l'approbation selon le cas des engagements internationaux doit être autorisée par une loi. Ah,
Voilà. Donc là, on a donc dans l'article 53 de la Constitution le fait que le président qui négocie doit passer par le Parlement puisqu'on parle de loi, pour, pour verrouiller un engagement international. Donc tout est bien qui finit bien, encore faut-il que cela soit respecté. Mais enfin voilà, donc le cadre constitutionnel qui concerne la signature d'un traité ou d'un engagement international. Ensuite, on a la question qui vient malgré tout, c'est sur l'UE. La hiérarchie des normes applicables à tous les pays membres. Au terme de la Constitution européenne, le droit européen est premier sur le droit interne aux États. Donc on verra lorsqu'on se focalisera sur l'UE, sur cette hiérarchie des normes qui sous-entend donc que le droit européen est premier par rapport au droit national. Et donc, on a donc un article 55 de la Constitution qui dit que, en France, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application à l'autre partie. Donc, c'est l'article 55 et on verra à travers cet article, enfin non, cette relation de droit entre l'UE et un pays, et en particulier la France, la notion de monisme, c'est-à-dire que ce primat du droit européen est automatique, le monisme, c'est-à-dire que voilà, on n'a pas besoin d'aménager la loi pour, et en Europe, il y a des pays dualistes qui pratiquent le dualisme, c'est l'Italie, l'Allemagne, etc., qui, eux, une fois qu'une loi est édictée en Europe, ont l'obligation de pondre une loi qui la transcrit en droit interne. Voilà. Mais ça, ça sera un autre chapitre. Donc, je vais revenir donc sur... on en vient maintenant à l'histoire des traités. L'histoire des traités. Alors, excusez-moi, je navigue entre mes copies. Alors, l'histoire des traités. Pas, je descends. Alors, les traités remarquables. Parce que c'est quand même un énorme truc. Les traités remarquables, on va voir les accords de Westphalie en 1648. Et on verra pourquoi. Le congrès de Vienne, à chaque fois, il y a une petite raison ou une énorme raison pour laquelle ces traités sont remarquables d'un point de vue de l'évolution du droit international. Donc le congrès de Vienne en 1815, la naissance du droit international humanitaire après 1870. On verra, et d'ailleurs on verra, et j'ai oublié de l'insérer là-dedans, les conventions de Genève qui viennent à la suite justement. Oui, non, sais pas un oubli, ça sera dans le même chapitre, même si elles sont plus récentes. La Cour permanente d'arbitrage, la CPA, bon, c'est un petit quelque chose, mais voilà, c'est assez particulier. Le traité de Versailles en 1919, les accords de Yalta et le traité de Paris de 1945. Donc, à chaque fois, on voit que c'est attaché à des événements de guerre, hein, ces traités, ces accords, etc. En fait, c'est la guerre qui a fait progresser, on le verra, de toute façon, c'est absolument incontestable, qui a fait progresser énormément le droit international et la mondialisation ou l'élargissement international des règles de droit. Après 1945, après la guerre de 1945, ensuite, les guerres ne sont pas automatiquement la raison pour laquelle des conventions vont être signées, puisque le pli sera pris en fait après 1945. On voit ensuite les accords de San Francisco, c'est ce qui fait en fait les Nations Unies, la déclaration de Saint-James, la déclaration des 4 nations et le procès de Nuremberg et son code. Donc tout ça, c'est la suite, et j'ai pas pu les séparer, enfin séparer, c'est un bloc quand même, ce sont des événements de droit international qui sont déroulés très rapidement au cours de la guerre. Les accords de Bretton Woods, incontournables, et la Convention de Vienne. Il y en a des dizaines de conventions de Vienne, mais il y en a une en particulier qu'il faudra retenir. Et donc, on traitera à part les accords d'UE, les COP aussi, ça s'appelle les conférences des parties. Je ne savais pas ce que les COP, c'est ça que ça veut dire.
conférence des parties et le cas particulier de l'extraterritorialité du droit US des États-Unis, et ça vaut aussi le détour. Alors, donc les accords de Westphalie. Alors, les accords de Westphalie ou les prémices de l'accord multilatéral. Les accords de Westphalie, en 1648, sont remarquables par l'aspect transversal et la volonté politique particulière qui permirent leur signature. Historiquement, les traités de Westphalie de 1648 entérinaient plusieurs traités négociés au cours des années précédentes par les États européens. La paix de Westphalie met fin simultanément à la guerre de 30 ans qui ravagea les États allemands et la guerre d'indépendance des Pays-Bas espagnols. Bon, voilà pour la petite page d'histoire. Donc là, un petit texte que j'ai trouvé qui formule assez bien ce que pourrait être la définition d'un ordre westphalien, puisque souvent on en parle, d'ailleurs c'est une expression qui est restée dans le langage, une paix westphalienne, un traité westphalien, enfin surtout un ordre ou une paix westphalienne. L'ordre westphalien correspond à une situation internationale dans laquelle les États exercent les fonctions régaliennes, sont souverains et dont les limites correspondent, au moins théoriquement, à celles des nations. Cet état de fait permet une négociation arbitrée entre les États responsables de l'application des traités. Dès lors, les États se reconnaissent mutuellement comme seuls interlocuteurs légitimes et définissent des traités comme outils mutuels reconnaissant les souverainetés et les tracés frontaliers des parties en fixant les lignes de front et de frontières. Donc là, on a une espèce de déclaration de façon d'être qui est tournée vers la reconnaissance, la nécessité de reconnaître des frontières, la souveraineté, etc. Ce qui n'était pas forcément toujours le cas. En tout cas, ce n'était pas écrit, c'était peut-être pratiqué entre provinces, etc. Mais disons qu'il y a une volonté. En résumé, une paix westphalienne est instaurée grâce à des garanties croisées. Ce sont des garanties. Les traités de Westphalie restaient néanmoins une somme d'accords bilatéraux, mais avaient la caractéristique notoire d'émerger d'un cadre multinational dépassant le périmètre exclusif des parties prenantes. C'est-à-dire qu'on n'avait pas seulement les deux belligérants d'un côté et de l'autre de la table, il y avait des garants, ou en tout cas c'était fait au vu et au su d'autres puissants et d'autres personnes, et il y avait une espèce d'engagement vis-à-vis des autres qui donnait valeur et poids à cette paix westphalienne. Le fait même qu'ils soient ensemble autour d'une table représente quelque chose d'important, et c'est de ça dont il s'agit. Et donc, ensuite, on va se tourner vers la suite, et tout a repris. Disons qu'on avait cette paix westphalienne, sans doute y a-t-il eu des traités, des accords, etc., mais jamais d'un point de vue international, et tout a repris à partir du 19e siècle. L'exercice qui consistait à supplanter la signature d'autant d'accords bilatéraux qu'il y avait de paires d'États intéressés par la signature d'un acte multilatéral unique, s'est mis en place au fur et à mesure. On va le voir, le traité multilatéral s'éloigne de la simple somme d'engagements bilatéraux indépendants et s'est adossé à la défense des intérêts communs inspirés de droits de l'homme et de droits fondamentaux. C'est-à-dire qu'on va voir au fur et à mesure de cet exposé une espèce d'inspiration un peu, pas souterraine, puisqu'elle apparaît, mais permanente, qui est la volonté justement de droits de l'homme, de droits fondamentaux, d'éliminer des souffrances, enfin d'éviter des souffrances, etc. L'immixtion des droits de l'homme et des droits fondamentaux dans les tractations diplomatiques n'obère pas les pierres d'achoppement traditionnelles, c'est-à-dire les moyens et les objectifs qui ont été décrits au début, tels les rapports de force militaires ou économiques. On assiste plus précisément à un ajout. Dans les premiers temps, ça s'est placé comme des ajouts en plus des volontés économiques et militaires à la position d'une surcouche à l'édifice rationnel des négociations politiques. Reste à jauger de la sincérité de l'immixtion éthique. Voilà, on en parle de cette immixtion de l'éthique dans les processus diplomatico-politiques
à savoir si cette irruption de l'éthique sera perçue de la même façon par les nations signataires aussi. C'est-à-dire, est-ce que on argumente droits de l'homme, etc., mais les uns et les autres sont-ils sensibles aux mêmes arguments? On a d'un côté, alors je me suis amusé à lister, alors je ne sais pas si vous serez d'accord avec l'adjectivation que je fais des différentes nations, etc. Mais on a d'un côté, on va voir le pragmatisme anglo-saxon, la réelle-politique allemande, l'universalisme français, le confucianisme chinois, l'autisme impérial japonais, l'ambivalence turque, l'inertie russe, la versatilité orientale, l'orthopraxie indienne, etc. Enfin, on a une tentative de parler des droits de l'homme et des droits fondamentaux, etc., avec des gens qui n'ont pas toujours la même façon de penser. Mais ça, c'est un petit passage de réflexion un peu personnel de ma part, mais c'est une question que je me pose malgré tout. À ce stade, on doit revenir à cette situation de De Gaulle. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. C'est un petit peu ce que j'ai dans la tête en disant ça. Et je vais vous rappeler que Machiavel, une partie importante de son travail a été de vouloir déconnecter la morale de la politique. C'est-à-dire, voilà. Et donc, à l'occasion de cet exposé, je me suis perdu un petit peu dans des pages qui parlaient de Machiavel, mais j'ai trouvé que Machiavel n'était pas du tout à côté de la plaque quant à la façon de concevoir les négociations. Et je la mets aussi en relation avec De Gaulle qui dit que les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Et il y a quand même une relation entre ces deux postures. Donc voilà, donc on va quand même donc rentrer dans cette histoire de multilatéralisme des traités. Alors le congrès de Vienne de 1815. Les occasions de l'exercice diplomatique multilatéral sont multipliées au gré de l'extension des théâtres de guerre. Le congrès de Vienne, en 1815, redéfinit les contours de l'Europe après la chute de Napoléon Ier et la défaite des armées allemandes. Alors donc, là, c'est juste un congrès où il y a un traité entre les vainqueurs face à Napoléon, c'est-à-dire le Royaume-Uni, l'Autriche, la Prusse et la Russie. Bon. Là, jusque-là, rien de particulier. C'est vrai qu'ils sont plusieurs, donc c'est un traité multilatéral, mais il n'inspire pas plus de raison de s'arrêter sur ce traité de règlement guerrier et militaire. Bon, mais on note quand même, à l'issue de ce congrès, des préoccupations qui ne sont pas seulement en référence avec le règlement militaire, territorial, etc. Parce qu'au cours de ce congrès de Vienne, on discute de la libre circulation navale, de l'abolition de la traite négrière, pas de l'esclavage, mais de la traite négrière, de la mise en avant de la neutralité de la Suisse et de la neutralité de la Savoie. Bon, voilà. Mais on commence à signer des trucs qui n'ont pas des relations directes avec des affaires guerrières. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, on arrive à 1870 et la naissance du droit international humanitaire. Alors, donc, il est vrai que la résolution du conflit franco-prussien en 1870, c'est pas fait de façon multipartite, là non plus. Mais les scories du conflit sont cristallisées du point de vue international autour des souffrances de guerre et des soldats et des prisonniers. Donc déjà, on avait eu avant 1870, juste avant, la Convention de Genève en 1864, où Henri Dunant a fondé la Croix-Rouge. On se souvient d'Henri Dunant qui a fondé la Croix-Rouge, ce Suisse, etc. Donc il y a eu la Convention de Genève en 1864, et ça n'encadrait, cette convention, qu'elle était destinée à protéger les militaires blessés pendant les guerres, mais rien de précis n'encadrait le droit de guerre. Voilà. Donc ça, c'était un début.
Ensuite, on a eu bon, des problèmes justement en 1870 de déplacement de soldats. On avait des problèmes pour interner les belligérants dans des pays neutres. On avait des passages de militaires, des retraites massives de militaires. On avait des problèmes de rapatriement des soldats survivants. On avait bon. Et il y avait des négociations entre la Suisse et l'Allemagne, ensuite la France et l'Allemagne d'autre part. Enfin, il y avait des tas de soucis qui ont fait, en plus avec les gazettes, etc. à l'époque, on a commencé à en parler, on a commencé à parler des drames que ça posait, ce qui n'était pas le cas, hélas, pour les soldats des siècles passés. Ils n'avaient pas les gazettes, la connaissance de ce qui se passait. Le tsar Alexandre II, lui aussi, il a convoqué à Bruxelles en été 1874 une conférence qui avait pour objet de codifier les lois et coutumes de la guerre. Bon, ce sont des gestes, ça n'a rien donné apparemment, enfin j'ai rien trouvé à la suite de cette convocation à Bruxelles du tsar Alexandre II, mais enfin voilà. Mais 15 ans plus tard, des lois et coutumes de la guerre sur terre, alors les coutumes, les lois, coutumes et la guerre sur terre furent intégrées à la Convention de La Haye en 1899. Et ensuite, on a un aménagement, c'est-à-dire les droits et devoirs des puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre, à la Convention de La Haye en 1807. Bon, alors donc, on a une Convention de La Haye. Alors, ce n'est pas une Convention de Genève, mais en 1899 et en 1907, il s'est passé des règlements enfin, des signatures qui se sont signées à ce moment-là, et ces règles n'ont pas été, d'après ce que j'ai pu voir, modifiées. Elles sont toujours en vigueur aujourd'hui. Ensuite, on a la convention de... Alors, les conventions de Genève à proprement parler, c'est-à-dire que les gestes qui ont été faits à La Haye, qui sont inauguraux, ont été poursuivis à la convention de Genève en 1906, où on a parlé du port des plaques d'identité par les militaires, à la convention de Genève, alors aux conventions de Genève, à la convention de 1929, on a amélioré le sort des blessés, des malades, des armés en campagne et le traitement des prisonniers de guerre. Et il y a eu 4 conventions de Genève en août 1949. Donc à chaque fois, c'est après la guerre de 45, cette fois-ci, l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, l'amélioration du sort des blessés et des malades et des naufragés, mais là, cette fois-ci, donc c'est une affaire de marine en mer. La troisième, c'était les prisonniers de guerre, et la quatrième, c'était les victimes de personnes civiles. Et ensuite, il y a eu des protocoles en 1977 et un dernier protocole additionnel à cette convention de Genève en 2005. Donc là, on voit une espèce de progression de cette idée humanitaire qui a fait son chemin au cours du siècle. À partir de 1870 et à partir de la volonté de Dunant. Ensuite, on a un petit artefact un petit peu étrange qui s'appelle la Cour permanente d'arbitrage en 1899, aussi à La Haye. Et donc, la Cour, alors je vous lis, c'est quand même un truc un peu bizarre, mais qui a son activité encore. La Cour permanente d'arbitrage, fondée en 1899, appelée Tribunal de La Haye, à ses débuts, est une organisation de juridiction arbitrale internationale fondée en 1999. 122 États ratifient au moins l'une des deux conventions, parce qu'il y en a eu deux, une en 1899 et ensuite en 1907, concluant chaque conférence. Et ça a créé donc cette Cour permanente d'arbitrage. La CPA assure l'administration des arbitrages internationaux, des conciliations et des commissions d'enquête dans des litiges entre États, personnes privées, organisations gouvernementales. Elle se situe ainsi à la croisée du droit international public et du droit international privé. Mais cette Cour ne se déclare pas compétente d'un point de vue pénal. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'elle va proposer plutôt des arbitrages entre des personnes qui sont d'accord entre elles pour justement vivre cet arbitrage dans le cadre de cette cour permanente d'arbitrage, mais ça ne règle pas des affaires pénales. Après avoir connu une période d'activité intense dans les années
suivant sa création, c'est-à-dire au début du siècle, la CPA est tombée en sommeil à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Elle connaît une renaissance à partir des années 90 sans concurrencer la Cour internationale de justice dont on parlera la prochaine à mon prochain exposé, située aussi à La Haye. Voilà. Bon, la CPA est le premier avatar d'une instance foncièrement juridique dans l'histoire du droit international moderne. Ensuite, il y a le traité de Versailles en 1919. Le traité de Versailles entérine l'effondrement de 4 empires, donc le russe, l'allemand, l'austro-hongrois, l'empire ottoman, en remodelant considérablement les frontières, etc. Donc là, ça a été la catastrophe pour beaucoup de gens. Et il y a eu des États-Unis, conformément. Alors, oui, il y a eu ce traité de Versailles qui a mis en avant un certain nombre de choses, et particulièrement les 14 points de Woodrow Wilson, qui est le président des États-Unis, qui a été très actif au cours du traité de Versailles. Alors, les 14 points témoignent d'une avancée considérable des usages diplomatiques et à l'époque suscitèrent un enthousiasme qui se répandit jusqu'en Afrique et jusqu'en Chine. On avait l'impression à lire et que la façon dont ça a été reçu, ces 14 points, comme une arche de bonne conscience et de félicité qui allait se déverser sur le monde. Alors, je vous explique ce que c'est que ces 14 points. Donc, il y a la création de la Société des Nations. Il y a la résurgence du précepte édicté par Rousseau, c'est-à-dire le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la promotion du libre-échange, on a affaire à un Américain quand même, l'abolition des droits de douane, l'ouverture des marchés de capitaux et de marchandises, le libre accès à la mer, c'est-à-dire qu'on va s'arranger pour que tout pays ait un libre accès à la mer, la démocratie, l'abolition de la diplomatie secrète, il avait horreur de ça, le désarmement, voilà, la restitution des souverainetés sur les terres occupées à la suite de victoires militaires, etc. Donc là, c'était le grand branle-bas quasi idéaliste, etc. Mais voilà, ces 14 points ont vécu et se sont instaurés et diffusés à travers la création de la SDN. En prolongement de ces 14 points, on avait donc le désarmement, la prévention des guerres à travers un principe qui est la sécurité collective. On commence à parler de sécurité collective, donc d'anticiper les choses et de ne pas arriver après, c'est ça qui est important. La résolution des conflits par la négociation et l'amélioration globale de la qualité de vie. Donc on se souvient donc que dans la Constitution américaine, on parle du bonheur, on en a parlé récemment entre nous, et donc là, Woodrow Wilson parle de qualité de vie. Donc voilà, dès lors, on parle maintenant explicitement de négociation collective, c'est-à-dire que là, maintenant, à partir de ce moment-là, on n'est plus en paix westphalienne, on n'est plus à se mettre entre militaires autour d'une table et puis accessoirement décider, comme à la suite de Napoléon, deux, trois trucs à faire. On n'en est plus à ne faire que soigner, et c'est déjà beaucoup la souffrance des gens comme pour la Croix-Rouge, etc. Et là, on en est à une négociation collective et même à une sécurité collective, ce qui parle donc d'anticiper les choses à travers donc des tables des négociations. Mais on a aussi l'idée, dès ce moment-là, un truc énorme, c'est l'idée précise d'une juridiction internationale pénale qui est mentionnée. C'est-à-dire que dans l'article 227 du traité, on en est où je suis oui, le traité de Versailles, c'est ça, stipule la mise en accusation de l'empereur Guillaume II pour offense suprême contre la morale internationale et l'autorité sacrée des traités. Donc, normalement, prévoit également un tribunal spécial pour les composés de représentants des États-Unis, etc. Voilà, bon. Et dans l'article 228, on parle aussi de juger des criminels de guerre. Et bon, tout ça n'a pas eu lieu parce que en fait, Guillaume II s'est réfugié en Hollande, qui a dit bah non, il n'y a pas de rétroactivité. Ils ont invoqué, les Hollandais, la non-rétroactivité des lois, et ils avaient un peu raison à travers ça, pour la mise en accusation et le jugement de Guillaume II, qui serait donc responsable de choses qu'on lui reprocherait, mais qui ont été créées
après, par une cour créée après, etc. Enfin bon, ça c'est leurs affaires. Et pareil, pour les criminels de guerre allemands, ils ont été jugés non pas comme le voulait la SDN, voilà, mais dans un tribunal à Leipzig et n'ont pas été traités par un tribunal international, mais ça a été jugé en interne, en droit national. Il y a eu très peu de condamnés dans cette affaire. Et pareil, pour l'Empire ottoman, il y a eu un traité de Sèvres qui prévoyait un tribunal international, mais le traité de Sèvres n'a pas été ratifié. Voilà, donc là, c'est une première tentative de juridiction internationale. Donc le droit avance dans les esprits, mais là, dans la pratique, c'est coup manqué. Mais on aura donc la possibilité de se rattraper, en particulier après la guerre de 1945. Alors, donc, on a les accords de Yalta. Donc là, maintenant, on fait un saut. Hein, il s'est certainement passé des choses entre-temps. Mais alors, accord de Yalta de 47 et le traité de Paris de 45 et de 47 pour Paris. Alors, le traité de Paris de 45 est une gigantesque redistribution des cartes des territoires, des dettes de guerre, etc. Il ne comporte pas d'innovation notoire en des pratiques en matière de règlements internationaux. C'est les accords de Yalta en 1945 qui sont plus remarquables par les directions qui y sont dessinées, notamment la prétention de garantir la stabilité du nouvel ordre mondial. Donc là, on parle, et c'est la première fois que c'est écrit, enfin d'après ma petite recherche, de nouvel ordre mondial, après la victoire. Il projette l'organisation en 1945 de la conférence de San Francisco qui propulsera l'ONU, dont la création a été décidée en 1944 à la conférence de Dumbarton-Oaks. Bon, il figure déjà le droit de veto des membres permanents du Conseil de sécurité. Donc là, je reviens sur mon partage, et là, je fais avancer mon petit partage. Et donc, on a la conférence de San Francisco. Alors, cette conférence de San Francisco, qui a créé l'Organisation nationale des Nations Unies, et énonce la charte des Nations Unies. Mais il ne faut pas croire que ça a été fait comme ça en 1945, une fois que la guerre a été gagnée, etc. On se rend compte que, en fait, l'ONU a été préparée de longue date, et on peut remonter, en dehors de certaines déclarations de Churchill et d'autres qui ne sont que des déclarations de personnalité, que des conférences ont été tenues en prévision de la construction de l'ONU. On a la déclaration du Palais de Saint-James en 1941, la charte de l'Atlantique en 1941 aussi, la déclaration des Nations Unies en 1942, la déclaration de Moscou, important, en 1943, conférence de Téhéran, conférence de Dumbarton-Oaks à Washington, on vient d'en parler, en 1944, et la conférence de Yalta en 1945. Donc là, ça a été un grand branle-bas pour cette conférence de 45, de San Francisco en 1945. Les axes principaux sont le règlement pacifique des différends. Bon, ben voilà, ça reprend un petit peu l'idée de la SDN. En cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'actes d'agression de coopération, le préambule mentionne l'égalité des droits des hommes et des femmes, la dignité et la valeur de la personne humaine et l'invitation on a l'impression que l'esprit des Lumières, enfin toute cette philosophie est en train d'entrer encore plus, d'une façon plus prégnante dans les esprits et dans les formulations, on va dire. Outre ces déclaratifs humanistes de circonstance, sont introduites pour la première fois dans une instance internationale des dispositions potentiellement contraignantes. Et voilà. Pour les États membres, on peut citer parmi celles-ci, la résolution, alors j'ai noté, adoptée à l'unanimité en 2001, alors pour la faire, pardon, excusez-moi, qui impose à tous les membres des modifications de législation en matière, ah oui, à l'issue du 11 septembre 2001, des modifications législatives en matière de terrorisme, d'immigration et de contrôle des frontières. Donc, la résolution du Conseil de sécurité prise au titre du chapitre 7 sont peut-être ceux qui s'approchent le plus d'un gouvernement mondial. Bon, ça, c'est un copier-coller que j'ai fait. Je l'avais mis de côté. C'est une réflexion d'un rédacteur sur Internet. Il parle de gouvernement mondial à cette issue.
disons, ce qu'il faut bien noter, c'est que là, donc cette instance internationale qui est l'ONU, qui émet donc des dispositions potentiellement contraignantes, que je sache, un traité de paix et tous les traités dont j'ai parlé avant avaient des dispositions contraignantes, mais sans doute que là, à travers la réflexion de ce que j'ai pu, du rédacteur sur lequel j'ai pu prendre cet extrait, on peut considérer qu'on parle de contraintes qui ne sont pas directement liées à un fait de guerre, on va dire. Hein. Donc on commence à... c'est sans doute ce que veut dire cet extrait. Des dispositions potentiellement contraignantes, mais en dehors de la guerre. Il faut quand même le préciser, sinon l'affirmation serait fausse. Ensuite, on a les accords de Bretton Woods. Les accords de Bretton Woods en 1944 sont les accords économiques dessinant les grandes lignes du système financier international. Voilà. Il n'a évidemment pas échappé au potentat planétaire que la monnaie est, s'il en est un des leviers les plus importants de l'exercice du pouvoir au niveau international. L'objectif principal des accords de Bretton Woods est donc de mettre en place une organisation monétaire mondiale et de favoriser la reconstruction et le développement économique des pays touchés par la guerre. Alors bien sûr, on va voir que forcément, on va mettre en place cette organisation monétaire pour le bien de tous, bien sûr, c'est toujours le cas, hein, à chaque fois qu'on fait un truc de ce genre. Et cette conférence, alors, il y a la création de la Banque mondiale à cette conférence et du Fonds monétaire international. Donc, on voit que dès les années 40, les dirigeants des États consacrent la négociation collective en l'appliquant à toutes sortes de matières. Donc là, on voit que petit à petit, on est passé du militaire au géostratégique, ensuite, et puis à l'économique, au territorial, au juridique, à l'humanitaire et enfin au monétaire et au financier. Donc, au fur et à mesure, on a une extension des relations internationales à travers un certain nombre de vecteurs. J'arrive à la déclaration de Saint-James, qui est le début de l'ONU, la déclaration des 4 nations en 1943 et le procès de Nuremberg de 1946. Alors, donc effectivement, ces déclarations, on voit qu'elles vont participer à l'émergence de l'ONU, mais là, c'est un axe plus juridique et plus... axé sur le procès, sur la mise en place d'un tribunal. Alors, le procès de Nuremberg est le premier procès international tenu suite à une guerre. Jusque-là, et de tout temps, l'amnistie était la règle. Alors oui, j'ai vu dans les commentaires sur Internet, toujours, de gens qui se préoccupent de ces questions, voilà. Eh bien oui, on ne s'en rend pas compte suffisamment, mais à l'issue de toutes les guerres, malgré tous les massacres qu'il pouvait y avoir entre les Romains, enfin les Grecs, les Gaulois, les barbares, enfin tout ce que vous voulez, à chaque fois qu'il y avait un traité, un accord de paix, il y avait une amnistie. On disait, bon, on fait fi de tout ce qui s'est passé pendant les combats, il y a une amnistie. Le maître mot, c'était l'amnistie de tout temps à la suite des guerres. Mais là, les choses changent. Et la première fois qu'on commence à vouloir faire un procès, ce sont les Anglais vis-à-vis de Napoléon. La première fois. En tout cas, d'après ce que j'ai pu trouver, hein, on est bien d'accord, je ne suis pas un universitaire historien, mais disons que même si l'affirmation ici est fausse en ce qui concerne le fait que la volonté des Anglais de faire un tribunal international vis-à-vis de Napoléon est fausse, même si cette affirmation est fausse, et peut-être qu'il y a eu quelques précédents, je n'en sais rien, je ne suis encore pas universitaire ou historien, mais c'est vous dire qu'il y a eu un basculement au cours de l'histoire qui fait que l'amnistie a disparu des esprits, en tout cas n'est plus devenu automatique dans une espèce de sagesse de post-combat. Non, il y a au fur et à mesure, et on arrive à cet exemple de Napoléon. Les Anglais ont émis l'idée de juger pénalement par un tribunal international Napoléon, mais y ont renoncé, se satisfaisant d'un exil forcé décidé sans procès.
Et comme on l'a vu, les velléités de procès international à l'issue de la Première Guerre mondiale avortent pour diverses raisons. Alors, je vous ai parlé de Guillaume II, etc. Donc, et des criminels de guerre allemands de 1914. Oui, c'était ça. Alors, donc, ce procès international est résultant de diverses prémices, déclarations politiques, déclarations solennelles et des décisions officielles. Donc là, on a la déclaration de Sanchez. Pourquoi je l'ai retenue bon, est une déclaration signée en 1941. Elle pose les bases de l'idée d'une juridiction internationale. C'est là que ça apparaît vraiment et que ça va être remis en selle suite aux échecs dont on vient de parler, hein, Napoléon et la suite de la guerre de 14. Idée qui sera concrétisée aussi dans le tribunal de Nuremberg et dans le tribunal de Tokyo. Il ne faut pas oublier que les Japonais y sont passés aussi. Alors, lors de cette conférence, ils affirment leur volonté de poursuivre, de rechercher, de juger, de condamner les criminels sans distinction d'origine, etc. Enfin, il y a un certain nombre de choses qu'on peut dire à ce sujet. En 1942, les gouvernements des États-Unis et la Grande-Bretagne proposent la création de la Commission des crimes de guerre des Nations Unies. C'est-à-dire que, alors que les Nations Unies ne sont pas encore faites, ils sont en train de faire l'organigramme du truc, et à l'intérieur, il y a la commission des crimes de guerre. On sent l'intention afin de permettre la réalisation des objectifs de la déclaration. Cette commission sera inaugurée en 1943 et dissoute en 1949. Bon, voilà, la commission de crimes de guerre n'a pas trop vécu, elle a vécu juste pour les procès de Nuremberg et de Tokyo, en fait. La déclaration de Moscou, il y a tripartite, on voit les États-Unis, Royaume-Uni et URSS, on voit apparaître en quadripartite sur une des conférences la Chine en 1943, et ça se tient à Moscou. Ça s'appelle aussi la déclaration des 4 nations, et là on jette les bases donc de la charte des Nations Unies. Voilà, les signataires reconnaissent la nécessité d'établir aussitôt que possible, en vue de la paix et de la sécurité internationale, une organisation internationale fondée sur le principe de la légalité souveraine de tous les États pacifiques et ouverte à tous les États, grands et petits. Donc l'idée d'une organisation internationale chargée de maintenir la paix après la fin de la Seconde Guerre mondiale est énoncée explicitement pour la première fois dans un document officiel. Ensuite, l'accord de Londres, dit statut de Nuremberg, décide en août 1945 de mettre en place le tribunal militaire international, et donc pour juger les grands criminels, etc. Bon, il définit les crimes suivants: complot, crime contre la paix, crime de guerre et crime contre l'humanité. Et dans une prochaine petite exposé, je vous parlerai particulièrement de l'évolution des crimes contre l'humanité, qui est une espèce de vecteur, de vaisseau qui fait avancer toutes les décisions de droit international et de justice internationale en particulier. Donc ensuite, on a le Code de Nuremberg qui sort de cette affaire et est une liste de 10 critères. Alors, le Code de Nuremberg, c'est pas le jugement des criminels de guerre, mais on assiste au procès des médecins de Nuremberg. C'est-à-dire qu'on voit que les militaires ou les décideurs, etc., ne sont pas seulement, eux, incriminés, on a donc les médecins, ce qui est normal, ils sont peut-être moins protégés que les potentats. Mais il est à noter qu'à l'issue du procès des médecins à Nuremberg, il y a eu le Code de Nuremberg. Ces critères précisent les conditions que doivent satisfaire les expérimentations pratiquées sur l'être humain pour être considérées comme acceptables d'un point de vue moral ou éthique, dont notamment le consentement du patient sujet de l'expérimentation. Donc, on en a justement... On a mangé le Code de Nuremberg à l'occasion du Covid, et pas que le Code de Nuremberg, mais on voit que le consentement du patient apparaît. Alors, historiquement, il y a aussi des précédents à un code d'éthique médicale, mais je m'y suis penché, il y a plusieurs précédents.
pareil, avec une documentation qui remonte aux Lumières et même avant parfois. Et pour résumer, en l'espace d'un siècle, on a assisté à la naissance et à la multiplication des accords multipartites et surtout à la diversification de leurs objets. Nous avions à l'origine des résolutions militaires, territoriales et économiques. Se sont greffées des résolutions humanitaires, juridiques, d'éthique médicale et scientifique, monétaire et financière. Et la notion environnementale, que je n'ai pas encore abordée et qu'on abordera plus tard, va rapidement s'inviter dans ces accords. Et je vais en terminer avec ça. Mais tous ces objets de négociation, de diplomatie, de traités vont être précisés, être complexifiés par l'entremise du droit international, dont l'application de ces derniers se veut toujours plus rigoureuse et encadrée. Donc là, je viens de faire un long exposé. Je vais peut-être m'arrêter parce que j'en suis à la Convention de Vienne et je vous annonce juste le sujet de la Convention de Vienne, c'est l'introduction véritable dans le droit de caractère contraignant, mais à l'intérieur des lois, et en particulier l'avènement du jus cogens ou cogens, qui est une norme impérative à l'intérieur des droits, mais signée et contresignée par des pays, enfin à l'international. Et là, c'est un fait enfin cette affaire de jus cogens à l'intérieur de la conférence, de la Convention de Vienne de 1969 est quelque chose qui doit être retenu. Du fait de ces innovations en droit. Mais là, je vais peut-être m'arrêter là parce que Oui, que je pense vous avez un peu on est déjà à près d'une heure, donc voilà. on va s'arrêter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, Christian et moi, d'être très courts, c'est-à-dire se limiter à 5 minutes sur les réflexions que nous inspire cette premier volet de présentation. Tu veux commencer, Christian, ou je commence? À la fois très court. 5 minutes, on est déjà à 1 heure quasiment d'émission, donc c'est un exercice très utile d'essayer d'être concis. Oui, tout à fait. Non, mais T'acceptes, tu relèves le défi. Oh, c'est pas un défi. Je voulais bien comprendre quelle était la règle. Bon, en 5 minutes, je dirais que l'exposé est très très intéressant. Il y a beaucoup de travail, hein, Jean-Charles, ça. Je regrette que tu n'aies pas pu tirer les grandes lignes. Donc, que ce soit un exposé, je dirais, historique, hein, un cours d'histoire, et que par rapport à notre objet social, hein, en quelque sorte du cercle de renouvellement constitutionnel, n'est pas, on y reviendra peut-être après, mais ça m'aurait semblé intéressant au fur et à mesure de tirer des grandes lignes, l'apparition d'une notion. Alors tu l'as fait un petit peu, l'apparition de certaines notions. Voilà. Donc ça c'est pour une réflexion générale, très rapide, dans 2 minutes 30. Et puis après, j'ai relevé quelques points qui mériteraient d'être approfondis. Hein. C'est tout ce qui concerne ce que tu as évoqué au début au sein de la Constitution de 58 sur l'application des traités par la loi française. Alors, le président signe et ratifie les traités, article 55, article 53. Bon, je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit. Voilà. Donc à débattre. Une chose également que tu as dite, avant Nuremberg, la règle c'était l'amnistie. Bon, je ne suis pas d'accord non plus. Voilà, donc débat. Je pense qu'on a suffisamment d'exemples dans l'histoire où on a massacré les perdants. Hein, voilà, Vercingétorix, Che Guevara, bon, pour les exemples disons, les plus rigolos en quelque sorte. Mais je ne pense pas qu'on puisse historiquement et même au niveau de l'analyse globale du fait international, dans le cas des conflits, dire que l'amnistie était la règle et que c'est devenu, enfin, qu'il y a eu un premier pas avec ce tribunal de Nuremberg. Voilà. 5 minutes.
Oh, mais bravo, Christian. Là, franchement, je suis épaté. Là, franchement, je suis même surpris. Tu vois, T'es j'ai sous même le pas choc. fini de prendre mes notes que t'as déjà fini. Voilà, je crains d'être légèrement plus long par rapport à la Constitution. Non, mais de toute façon, je propose on fera sur peut-être un troisième volet quelque chose dédié au débat où on pourra discuter peut-être une troisième séance où on débattra de façon exhaustive. Moi, je ferai deux, trois réflexions. Bah, déjà, la première, merci, bravo pour ce gros travail qui est vraiment très utile. Hein, je pense quand même, même si ça élargit un petit peu par rapport à notre objet social, bah, ça y donne aussi de la profondeur et ça nous apprend des choses voilà, qu'on ignorait, hein, forcément. Enfin, pour ce qui me concerne, tout du moins. Euh, Quelques réflexions, et puis surtout sur des réflexions, je dirais, politiques et des réflexions juridiques, évidemment, moins. Tout d'abord, sur la citation de De Gaulle, qui dit que les pays n'ont que des intérêts et n'ont pas d'amis. C'est vrai, je ne dis pas que c'est faux. Je dirais que toutefois, il ne faut pas croire que l'idéologie ne joue aucun rôle. Il y a un fond idéologique qui est quand même là et qui est en arrière-fond et qui va aussi quand même s'appliquer. L'Iran d'aujourd'hui ne serait pas l'Iran s'il n'y avait pas une idéologie qui est l'islam sunnite, chiite derrière. Macron ne serait pas et ne ferait pas ce qu'il fait s'il n'y avait pas une idéologie néolibérale et impérialiste aujourd'hui, etc., etc., etc. Je pense quand même que d'évacuer les intérêts, je ne dis pas qu'ils ne s'imposent pas aussi, mais dans la réalité politique, il y a ces deux dimensions. Hein. On peut pas je pense qu'on ne peut pas l'évacuer. Cette formule tend à évacuer l'un par rapport à l'autre, et je pense que là, ça me semble un peu trop fort. Sur ton opinion que tu as donnée tout au début, Jean-Charles, bon, bah écoute, très bien. Par exemple, si un pays, tu dis, par exemple, si un pays est totalement autonome, bah, pas besoin de lui pour s'attaquer aux autres. Bon, je dirais que le problème, c'est que des pays autonomes, il n'y en a quand même pas beaucoup. Bah, il y a la Russie, par exemple, mais c'est quand même des exceptions, les pays qui sont totalement autonomes. C'est le plus grand pays du monde, c'est pas pour rien. Hein, mais ce qu'on omet de voir, justement, d'autres pays. Et puis il y a aussi la dimension, je dirais, dans la dépendance, la volonté du capitalisme de se déployer, c'est dans la nature même du libéralisme. Hein, je fais des émissions en ce moment sur le libéralisme. C'est intrinsèque au libéralisme de s'étendre. Hein, c'est absolument indispensable à son fonctionnement. Sur le monisme, après tu as parlé sur les traités, puis le droit européen qui est supérieur au droit national. Alors déjà, je voudrais ajouter une précision quand même. Le droit en termes de loi, mais dans le droit, il y a quelque chose qui est supérieur au droit européen qui s'appelle la Constitution. Et la Constitution est toujours au-dessus du droit européen, parce que c'est même dans la Constitution elle-même que sont définis justement comment ça va s'articuler. Donc je crois que c'est important quand même de le rappeler. Après, tu parles du monisme. Alors, tu dis que la France serait moniste, c'est-à-dire qu'il y a une automaticité du droit européen, la supériorité du droit européen sur le droit national au sens de loi, hein, et qu'il y a des pays plus dualistes. Moi, je trouvais ça curieux et donc j'ai fait une vérification pendant ton exposé. Et c'est pas en tout cas ce que dit le site viepublique.fr. Ça, c'est vrai. C'est vrai pour certains textes, plus des textes pris par l'exécutif, mais pour ce qui relève des directives, les directives qui sont normalement soit prises en Conseil européen et ou par le Parlement européen, elles doivent être transcrites dans le droit national. Donc il y a quand même un passage par le Parlement qui est nécessaire, même s'il y a une date limite d'application, etc., sous peine de sanctions. Donc c'est pas aussi automatique, enfin pas pour tous les textes en tout cas. Et pour les plus importants, c'est pas automatique. Enfin, plus important. Ouais. Quand on interdit des médias, ça me semble quand même extrêmement important, mais évidemment, ça se fait même d'un claquement de doigts. Alors. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre?
Ah oui, alors quelque chose de très important, je pense que c'est extrêmement important, c'est justement ce congrès de Vienne de 1815, là, qui a permis en fait une ère, je dirais, de paix en Europe pendant plusieurs décennies, quasiment tout le 19e siècle, euh, grâce justement à Metternich et à Talleyrand, Talleyrand qui avait obtenu le fait de pouvoir être présent à ce traité, c'est-à-dire représentant des vaincus, hein, de la France vaincue. Et c'est ce qui a permis de ne pas stigmatiser et écrabouiller le vaincu, et ce qui a permis justement une ère et de prendre en compte les intérêts du vaincu, et justement de ne pas déclencher des guerres en cascade, hein, puisque c'est peut-être un des problèmes du traité de Versailles, c'est ce qui a préparé la guerre aussi de 40. Hein. Donc, je dirais que c'est d'autant plus notable, je dirais ça. Même si on est vraiment dans la politique, on n'est pas dans le droit en tant que tel. Mais je pense que le droit, il se nourrit de la réalité. Hein, sinon, on ne fait pas de droit comme ça dans les nimbes. Et puis, dernier point, tu as cité la naissance de l'ONU. Très important, la naissance de l'ONU, évidemment. Et peu après, les accords de Bretton Woods, qui sont à la même époque, effectivement. Et sont exactement antagonistes, je dirais. C'est-à-dire que la naissance... Non, on ne t'entend pas, Christian. On ne t'entend pas, Jean-Charles. Et peu après, les accords tu dis Bretton Woods. Ah, Bretton Woods, pardon. Et on est vraiment là exactement dans la contradiction, c'est-à-dire que l'ONU, c'est la première, enfin, après la SDN, mais la SDN, c'est la première tendance, justement, la première manifestation concrète du multilatéralisme, hein, or que les accords de Bretton Woods, ça signe la domination d'un hégémon sur le monde. On est vraiment là, à la même époque, aux choses qui se mettent en place et que nous vivons aujourd'hui de façon tout à fait... voilà. Donc ça, je pense que là, c'est le fait que ça naisse en même temps, c'est pas du tout un hasard, mais c'est tout à fait intéressant. Voilà, moi, c'est ça, je te remercie d'avoir brossé un petit peu ce que j'ai pu dire sur plusieurs points. Effectivement, donc en 1815, cette affaire qui a permis à ne pas écraser le vaincu qui était Napoléon et la France à cette époque, et tu en parles très bien, on a la même attitude de l'Angleterre avant le traité de Versailles, qui a réfréné les velléités vengeresses des Alliés envers l'Allemagne en pensant politiquement de ne pas trop écraser l'Allemagne pour que la France ne soit pas trop forte en Europe. Mais apparemment, même le frein anglais n'a pas réussi à empêcher le ressentiment allemand qui a conduit à la guerre de 1945. Voilà. Bon, autrement, pour ta réflexion sur mon opinion, mon opinion sur l'autonomie des pays, bien sûr, il y a peu de pays autonomes, mais on voit que les pays qui s'en sortent actuellement un peu le mieux, c'est ceux qui réussissent à être à peu près autosuffisants. Donc, tu vas parler de la Russie, on va parler de la Chine, on parle des États-Unis, etc. Donc, j'ai bien parlé de lâcher la proie pour l'ombre, c'est-à-dire de ménager au maximum de ses possibilités, autant se faire se peut, de l'autosuffisance d'un pays. On voit que la France a perdu son autosuffisance alimentaire depuis quelques années. On voit que ça va représenter un énorme problème, et puis des industrialisations, etc. Donc malgré tout, l'idée de ne pas jeter la proie pour l'ombre, c'est-à-dire de maintenir un maximum en son sein la possibilité d'exister et d'être autosuffisant, bon, c'est un minimum, quoi. Bon, voilà. Donc, c'est ça. Dans la démocratie, il faut essayer d'y tendre vers l'autonomie, tout en sachant qu'on ne l'atteindra jamais. Voilà, mais il n'y a aucun souci là-dessus. Des choses comme ça. On est d'accord. Quant à l'amnistie, oui, c'est vrai, je fais mea culpa, Christian. Effectivement, il y avait des massacres à la suite des guerres, etc. Tu as bien raison. Mais disons que dans l'esprit, j'ai eu l'impression, à travers mes petites lectures, mais peut-être que c'est une fausse impression, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de la question, ni un universitaire,
universitaire, mais j'avais l'impression malgré tout que lorsque des gens se réunissaient autour d'une table pour régler un traité, évidemment, lorsque tu parles des massacrés, des vaincus massacrés, on n'imagine pas beaucoup qu'avant qu'ils soient massacrés, il y ait eu une réunion autour d'une table. Donc, c'est dans l'espace d'une réunion autour d'une table, on pensait de façon prioritaire à une amnistie plutôt que de massacrer les gens. Disons que les massacres dont tu parles, peut-être, n'avaient pas été précédés d'une réunion autour d'une table. C'est ce que je veux dire, mais peut-être ai-je tort, hein, je ne sais pas. Mais grosso modo, de toute façon, il y a eu une tendance à ce que l'institutionnalisation de traités et d'un procès à la suite d'une guerre, bon, c'est quand même au procès de Nuremberg que ça a eu lieu et que l'idée a émergé au 19e siècle. Avant, soit on faisait l'amnistie, soit on massacrait, tu as raison Christian, mais disons que le procès, la formalisation n'existait pas, la formalisation en droit d'une résolution post-guerrière. Voilà, mais bon, encore une fois, ça demande beaucoup de nuances et voilà, et peut-être même, je fais peut-être erreur, je ne sais pas, mais l'important c'est de voir que le droit a émergé de tout ça, quoi. Voilà. Très bien. Christian, tu veux rajouter quelque chose? Non, non, non. Moi, j'ai été très rapide parce que je voulais tout simplement énumérer un certain nombre de débats qui me semblaient d'une part avoir émergé des propos de Jean-Charles et puis qui me paraissaient intéressants de mener dans le cadre d'une séance qui serait plus consacrée à l'échange qu'à l'exposé donc détaillé du sujet. Ben, je vais rajouter à ce moment-là, je vais mettre à jour le planning, de telle sorte à ce qu'on ait 3 séances, en fait. Une deuxième séance où Jean-Charles finira de nous exposer ce qu'il a fait, plus ce qu'il a déjà prévu dans la deuxième partie. Donc, il va essayer de faire tenir tout ça dans une séance. Puis une troisième séance consacrée intégralement au débat et aux points que nous avons soulevés, que nous allons pouvoir observer plus en détail, plus sereinement. Voilà, nous sommes à près d'1h15, donc je vous propose que nous en restions là pour aujourd'hui, messieurs. Merci beaucoup, merci à toi Jean-Charles encore de cette présentation de grande qualité. Absolument.